verte au niveau du Mali. Pour faire le point, nous recevrons dans ce studio le directeur de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Toumani Diallo. Le festival sur le Niger Ségou Art, on en parlera également dans ce journal. Le festival s'achève ce dimanche. Nous tenterons d'en tirer le bilan dans cette édition en joignant sur place à Ségou le coordinateur général du festival. Le chef de la diplomatie russe attendu demain lundi ici à Bamako, vous en saurez plus en suivant l'avant-papier de Siaka Konaté dans cette édition. Le président du Conseil national de la transition en Guinée, c'est pour participer aux festivités de l'an 1 du CNT de la Guinée. Les deux conseils en profiteront pour échanger sur les défis communs et la bonne marche de la transition au Mali et en Guinée. Sport, l'actualité est surtout dominée par le football et le basketball. Entre autres, nous parlerons du CHAN Algérie 2022, du championnat national de Ligue 1 de la NBA. Santé, il en sera question puisque Barakissa Ouattara sera au rendez-vous comme tous les dimanches. Aujourd'hui, elle nous parlera de cancer. C'est à la faveur de la journée de lutte contre le cancer célébrée tous les ans le 4 février. À présent, le développement de tous ces sujets et bien d'autres. L'eau potable n'est plus un luxe pour les populations de la commune rurale de Zamboukou, Zoumaïra, à 25 km de la ville de Ségou. La localité vient en effet d'être dotée d'un système hydraulique villageois amélioré. L'infrastructure s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales de la primature. C'est le chef du gouvernement qui a mis en marche la première fontaine, un geste qui soulage la souffrance de plus de 3000 personnes. Envoyés spéciaux, Fousseinou Tungara, Aruna Diara. Le manque d'eau potable empêchait ce village de contracter des liens de mariage avec des villages voisins. Des témoignages parmi tant d'autres qui montrent à quel point la souffrance des populations de Zambougou était grande due au manque d'eau potable. Avec beaucoup de peine, un autre habitant nous confie qu'il leur fallait en moyenne 17 mètres de cordon pour puiser de l'eau. Ces souffrances appartiennent au passé depuis ce tour de robinet du Premier ministre chef du gouvernement. Le geste marque l'inauguration d'un système hydraulique villageois comprenant un forage, un château d'eau et un champ solaire de 1600 watts crête. Ainsi, les 3 quartiers de Zambougou bénéficient des œuvres sociales de la primature comme d'autres localités dans la région de Ségou. Dr Shogel Kokalamaïga, Premier ministre. Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est un travail d'une génération. La génération actuelle a un devoir, c'est de faire en sorte que le peuple malien qui a été trahi, humilié, qui était malade, qu'on puisse le guérir, le faire asseoir, le tenir debout, le faire marcher, le faire courir. Il s'agit en fonction d'une ligne. Qui trace cette ligne-là? C'est le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Tant que l'armée tient, le peuple tient. Si l'armée est cassée, il n'y a plus de pays. Le président a dit, après l'armée, la priorité du gouvernement doit être les gens s'étéminouiller en Bamana, les pauvres, les villages, les difficultés que les gens ont. Allez-y les retrouver, réglez-les d'ici la fin de la transition. Avant de procéder à l'inauguration, le chef du gouvernement, comme le veut la tradition malienne, a rendu une visite au chef du village de Zambougou, à qui il a transmis la sympathie du président de la transition. Satisfait de la marque de considération, le village a remis des cadeaux au chef du gouvernement, dont nous retenons un sac plein de haricots qui a été accepté volontiers. Nous restons à Ségou pour parler d'un événement qui ne passe jamais inaperçu, le festival sur le fleuve Niger, Ségou Art. Nous avons en ligne le coordinateur général du festival, Ataer Maïga. Monsieur Maïga, bonjour. Bonjour. Alors, le festival s'achève ce dimanche. Peut-on d'ores et déjà tirer un premier bilan? Merci beaucoup, merci pour cette opportunité. On peut dire que cette année, le festival s'est déroulé dans de très bonnes conditions. On a commencé depuis le 31 janvier avec l'ensemble des activités qui ont été tenues. Et on termine ce soir avec une activité de clôture. Donc pour nous, c'est une édition satisfaisante.
avec une participation de qualité des professionnels de l'art qui sont venus de plus de 32 pays pour participer aux différents échanges, expositions, rencontres durant ces quelques jours. Et on a eu une belle édition de la foire aussi de Ségou, qui est une activité à travers laquelle nous arrivons à allier la culture et l'économie. Donc, en tant qu'organisateur, on est très satisfait à ce stade du déroulement des activités. Et revenons sur le thème du festival, monsieur le directeur, patrimoine et créativité. C'est comme ça que cela s'intitule. Alors, pourquoi ce choix? Le choix du thème patrimoine et créativité n'est pas fortuit. C'est une manière de mettre en exergue d'abord le travail que la Fondation Festival Sud du Niger entreprend depuis sa création, à savoir faire en sorte que le riche patrimoine soit mis en œuvre avec créativité, afin de donner l'accès au marché aux artistes et acteurs culturels et afin de développer le secteur des industries culturelles et créatives dans notre pays. Parce que nous estimons que le Mali en particulier et l'Afrique en général, regorge d'un potentiel très important au niveau de la culture. Et c'est pour ça qu'on a appelé des professionnels de différents pays d'Afrique afin de réfléchir sur ce thème que nous trouvons assez pertinent et assez important. Monsieur le coordinateur, comme tous les ans, il y a eu des artistes, vous l'avez dit. Ils étaient certainement nombreux cette année. Parlez-nous de quelques-uns. On avait plus d'une cinquantaine d'artistes. Et parmi les artistes visuels, on avait 12 jeunes artistes qui ont été sélectionnés, 12 jeunes artistes maliens qui ont été sélectionnés dans le cadre de l'exposition BiMali, le Mali contemporain. Il s'agit d'artistes maliens qui comptent parmi les meilleurs en ce moment au Mali. On avait aussi des expositions d'artistes qui venaient d'ailleurs, notamment un Mexicain, une Togolaise, un Camerounais, Barthélemy Togo, qui n'est plus à présenter. Au niveau de la musique, on avait de grands noms tels que Salif Keita, Bassekou Kouyaté, Abdoulaye Diabaté. Donc c'était une édition de très grande qualité et de très belle facture. Je crois savoir que des gens ont été primés. C'était qui? On a primé les 3 meilleurs artistes émergents, et notamment le premier prix a été décerné au jeune sculpteur Mohamed Bomboli Keita. On a eu le second prix qui a été raflé par Draman Toloba et le 3e prix par le photographe Seydou Aïdara. Donc c'est des jeunes qui ont fait partie de l'exposition BiMali, le Mali contemporain, et on a mis en place un jury composé d'experts internationaux pour sélectionner les 3 meilleurs. Monsieur Maïga, il n'y a pas eu que de la musique, il y a eu des expositions, vous pouvez nous en parler? Justement, les expositions, on a eu plus d'une trentaine d'expositions, notamment au niveau de la Fondation Festival sur le Niger, où on a des salles qui répondent aux normes internationales. On a eu l'exposition des jeunes talents émergents, BiMali, dont je parlais tantôt. On a eu également l'exposition d'artistes qui viennent d'ailleurs, Cameroun, Mexique, Togo. Et on a eu l'exposition de galeries, notamment une galerie des Seychelles. Et il y a eu plusieurs expositions off à travers la ville de Ségou. Donc Ségou a vibré pendant ces 3 jours au rythme de l'art contemporain. Et l'affluence, c'était comment? L'affluence était de qualité. Il y en avait une très forte affluence par rapport à l'année dernière. Parce que cette année, on a eu une édition, je dirais, presque complète du festival. Après la période d'insécurité depuis 2012 et tout récemment la période de Corona. Cette année, on a eu une édition assez complète avec la quasi-totalité des activités et des composantes du festival. À Tahel Maïga, le festival sur le fleuve Niger, Ségou Art a été un véritable rendez-vous du donner et du recevoir. Des colloques et conférences sont réunis, des spécialistes venus d'ici et d'ailleurs. Sur quoi ont-ils échangé? Merci beaucoup. Les conférenciers sont venus, comme je l'ai dit tout à l'heure, de plus de 32 pays d'Afrique et d'ailleurs. Et cette année, ils ont échangé dans le cadre du colloque de Ségou. Et le colloque de Ségou a innové cette année avec un format constitué par des conversations créatives et scientifiques. On avait 4 séries de conversations sur le thème principal patrimoine et créativité. Et on avait 2 tables rondes, dont une table ronde sur art, culture et changement climatique, défis, enjeux et perspectives. Et une seconde table ronde
sur la circulation des œuvres d'art, la résilience des artistes et acteurs culturels en Afrique. Donc on a eu de très, très beaux échanges au cours de ces différentes plateformes-là et des recommandations fortes en sont sorties. Des regrets, y en a-t-il, disons? Pour le moment, on n'a pas de regrets parce que, comme je l'ai dit au début de mes propos, on a eu une édition de qualité à ce jour, même s'il reste encore 2 ou 3 activités à finaliser. Et je pense qu'au moment du bilan final, on pourra dire s'il y a eu des regrets. Sinon, en tant qu'organisateur, nous sommes assez satisfaits du déroulement des activités. Alors, devrait-on s'attendre à des innovations pour les éditions à venir? Oui, bien sûr, parce que l'année prochaine, on fêtera le 20e anniversaire de Ségouar Festival sur le Niger. Et on se prépare à offrir aux festivaliers, aux populations locales et à tous ceux qui viennent d'ailleurs une édition grandiose et riche en couleurs. Monsieur le coordinateur, il ne reste qu'à vous remercier. Merci donc d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous retournons dans ce studio pour parler d'un sujet très intéressant et d'une importance capitale, c'est la Grande Muraille Verte. Pour parler donc de ce sujet, nous avons dans ce studio le directeur de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, Toumani Diallo. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci donc une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. Alors, monsieur le directeur, à son lancement en 2007, la faisabilité de la Grande Muraille Verte suscitait un certain scepticisme chez plus d'un. Peut-on dire aujourd'hui que l'État leur a donné tort? Merci beaucoup. Je pense que, comme vous venez de le signaler, effectivement, une telle initiative à son démarrage va susciter quand même beaucoup d'interrogations. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit au plan national, au plan international, je pense que les uns et les autres, chacun sait quand même que c'était une initiative noble qu'il fallait quand même prendre, dans la mesure où les défis environnementaux auxquels on fait face font montre quand même de beaucoup de reconnaissance de la part de nos partenaires. Si vous constatez aujourd'hui, le changement climatique, c'est une réalité. La dégradation des terres, c'est une réalité. Et la désertification, quand même, c'est une réalité. C'est pour lutter contre tous ces défis-là qu'il a été quand même question nécessaire qu'on puisse avoir une réponse unifiée et concertée. C'est pour cette raison que les 11 pays de la bande sahélienne se sont mis ensemble, en tout cas pour juguler ces fléaux et lutter contre vraiment ces défis du moment. Je rappelle que vous êtes le directeur national, le directeur de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte. Ça veut dire que vous œuvrez dans un contexte national. Dites-nous, quelles sont les régions du Mali qui sont concernées par la Grande Muraille Verte? Merci pour cette question. D'abord, avant quand même, il faut reconnaître que le Mali quand même est dans un redécoupage quand même administratif. Je pense que, mais bien avant quand même ces nouveaux découpages, en tout cas, l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, l'emprise de la Grande Muraille Verte couvrait 8 régions. Donc, excepté la région de Sikasso et le district de Bamako, toutes les autres régions du Mali sont couvertes par l'emprise de la Grande Muraille Verte sur 2066 km, avec environ près de 204 communes. Alors, maintenant, les espaces dégradés qu'on restaure, on en est à quel niveau, monsieur le directeur, ici au Mali? Merci pour cette question. Je pense que l'initiative de la Grande Muraille Verte, au regard de son caractère transversal et multisectoriel, fait appel à plusieurs acteurs. Donc, d'où l'approche intégrée et inclusive qui sous-tend quand même sa mise en œuvre. Donc, aujourd'hui, nous pouvons dire que quand on regarde un peu tout ce qu'on est en train de capitaliser sur cette bande, aujourd'hui, nous sommes à plus de 1500 hectares restaurés sur la bande au niveau national, avec beaucoup de création d'emplois et également aussi avec aussi des infrastructures réalisées par les différents acteurs.
Les difficultés, vous en connaissez sans doute, hein, surtout compte tenu peut-être de la situation du pays. Oui, exactement. Les difficultés, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Les difficultés, il y en a toujours, surtout quand on est dans un tel regroupement, une telle organisation qui regroupe quand même 11 pays. C'est une compétition qui ne dit pas son nom. Et je pense que vu le contexte que notre pays traverse depuis plus de 10 ans, il va de soi quand même qu'il y ait quand même des contraintes. Mais malgré tout, les plus hautes autorités du pays, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, ne ménagent aucun effort, en tout cas pour accompagner cette initiative au niveau national. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez constater l'engagement de beaucoup d'acteurs, notamment la société civile, le secteur privé et même les partenaires techniques et financiers. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup de projets pour le moment qui sont en gestation pour le Mali. C'est sûr que vous vous intéressez à ce qui se passe dans d'autres pays. Il semblerait que ça va mieux dans deux pays, le Sénégal et l'Éthiopie, vous confirmez? Oui, effectivement, bon, les pays ne sont pas au même niveau, mais même au Mali, hein, nous sommes très bien appréciés. C'est pour cette raison, quand vous voyez les 2 semaines écoulées ont été très riches au Mali, parce que le Mali a été quand même désigné pour abriter la 2e édition du séminaire résidentiel de l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte, qui a regroupé au moins plus d'une centaine quand même de participants au Mali, les partenaires techniques et financiers, les parlementaires, les organisations de la société civile africaine et même d'ailleurs, tout le monde s'est retrouver au Mali, les organisations non gouvernementales, en tout cas pour discuter, échanger et afin quand même de bâtir des projets, programmes pertinents pour aller de l'avant. Donc aujourd'hui, le Mali aussi, nous ne sommes pas quand même au dernier plan. Je pense que nous comptons aujourd'hui parmi les pays, en tout cas, qui sont en train de faire quelque chose. Pour cela, je vais saluer quand même l'effort même du secteur privé, de la société civile. En tout cas, pour ne citer que ceci, il faut reconnaître que dans la région de Nara aujourd'hui, vous allez quand même voir des milliers d'hectares qui ont été quand même érigés en véritable forêt avec la promotion de la filière gomme arabique par les frères Makangile. Il y a aussi d'autres sociétés. Il y a la Fondation Bali avec son programme Un élève, un arbre au Mali. Donc il y a beaucoup d'actions vraiment qui sont en cours. Nous sommes appelés quand même à capitaliser tous ces acquis, que ce soit les efforts gouvernementaux, les efforts de la société civile, des collectivités et même des acteurs, d'autres acteurs qui interviennent au Mali. Alors, côté financier, tout se passe-t-il comme prévu? Ouais, là, c'est le goulot d'étranglement, comme vous l'avez dit, parce qu'une telle initiative, en tout cas une telle ambition, vu vraiment son envergure, ça demandait beaucoup d'investissement. Sur ce plan, nous estimons que ce qui a été fait jusque-là n'est qu'une simple goutte d'eau dans la mer. Hein. Il reste beaucoup à faire. Je vous donne juste l'exemple. Le tracé du Mali, c'est sur 2066 km, donc environ 13% du territoire national. Donc s'il fallait quand même en quelques années restaurer toutes ces terres dégradées sur cette bande, je pense que ce n'est pas quelque chose de très simple comme les gens veulent le croire. C'est pour ça que l'initiative de la Grande Muraille Verte est inscrite dans les temps. C'est pour cette raison que ce n'est pas un projet classique comme les autres. C'est une initiative qui est là et on va vivre avec. Donc chaque État va essayer quand même de faire l'investissement qu'il peut. Et maintenant, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, je pense que nous aurons le bout du tunnel. Alors, nous allons retourner à la situation au niveau continental. D'ici 2030, la Grande Muraille Verte devrait permettre de restaurer 100 millions d'hectares de terres dégradées en 2020 ou 2021, je ne me rappelle plus exactement. On n'en était qu'à 4%. Alors, vous restez tout de même optimiste. Oui, je disais, je pense sur un de vos plateaux que ces 4% n'est qu'une erreur d'appréciation. Je donne l'exemple sur le cas du Mali. Les réalisations de l'initiative Grande Muraille Verte ne se limitent pas qu'aux seules réalisations de l'Agence nationale qui a quand même une structure jeune. C'est une bande. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc tous les acteurs, tous les intervenants qui évoluent sur cette bande, ce sont ces réalisations qui doivent être capitalisées. Et c'est sur ça que nous sommes. Donc au niveau du ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, nous nous attelons sur ça. Donc pour capitaliser par rapport à l'ensemble des départements sectoriels,
pour pouvoir capitaliser tout ce qui s'est fait, que ce soit des infrastructures hydrauliques, des infrastructures sanitaires, des infrastructures d'élevage. Donc aujourd'hui, nous sommes à mesure quand même de dire que, en tout cas, nous ne sommes pas à 4%, mais bien au-delà. Et je suis quand même, j'ose espérer que dans les années à venir, avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, l'engagement des pays, je pense que nous irons de l'avant. Alors, nous vous savons très occupés. Avant donc de vous laisser aller, un petit message peut-être? Le message que j'ai effectivement, l'appel que j'ai à lancer, en tout cas une telle initiative, surtout une initiative africaine, c'est ce qui fait la légitimité même de l'initiative Grande Muraille Verte, puisque ça a été initié par les Africains, endossé par les Africains et conduite par les Africains. Donc aujourd'hui, l'appel que j'ai à lancer, en tout cas, les autorités fournissent déjà beaucoup d'efforts, mais vu l'envergure de la chose, il y a lieu quand même d'aller de l'avant surtout en termes d'investissement. Mais aussi le secteur privé joue un rôle assez important, puisque pour inscrire les actions dans la durabilité, surtout en termes de financement, le secteur privé a tout son rôle à jouer. Donc l'ensemble des acteurs, l'appel que j'ai à lancer, c'est l'ensemble que tous les acteurs puissent s'impliquer vraiment dans cette initiative noble. Je vous remercie, M. Toumani Diallo. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Agence nationale de la Grande Muraille. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À moi de vous remercier. Merci bien. Voilà. Nous allons donc continuer pour parler d'une visite. Vous le savez certainement, le président du Conseil national de transition est en Guinée. Le colonel Malick Diao répond ainsi à une invitation de son homologue à participer aux festivités de l'an 1 du CNT de la Guinée. Au-delà, l'occasion sera mise à profit pour parler des défis communs dont le terrorisme et la bonne marche de la transition dans les deux pays. Les délégations du Burkina Faso et du Tchad seront également présentes. Voici les récits de nos envois spéciaux en Guinée, Bourama Traoré, Seydou Sissoko. C'est une session spéciale avec un invité spécial, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao, en Guinée pour parler de la refondation de l'État. Car l'expérience malienne fait tout simplement un cas d'école. Le Mali et la Guinée, deux pays liés naturellement par l'histoire et la géographie, et partagent aujourd'hui la même vision, celle de mener des réformes profondes afin d'asseoir le processus démocratique sur de nouvelles bases beaucoup plus solides. Colonel Malick Diao, président du CNT. Tout d'abord, permettez-moi de remercier les autorités guinéennes pour cette invitation adressée au Mali, mais également à tous les conseils de transition. Remercier son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Doumbouya, pour sa vision éclairée qui nous a vraiment permis de continuer avec notre mission parlementaire. Outre le président du CNT, ses homologues du Tchad et du Burkina Faso seront également du rendez-vous de Conakry, avec une volonté commune et affichée, celle de cheminer ensemble pour réussir la rectification institutionnelle. Colonel Malick Diao, président du CNT. Nous venons pas seulement pour le côté festif, mais aussi dans un cadre d'échange, de renforcement, afin de retourner vraiment avec beaucoup d'expérience, que ce soit du côté guinéen ou du côté tchadien comme du côté burkinabé, pour que nous puissions trouver une solution aux différents défis tout en jouant notre rôle. C'est ce dimanche que se tiendra la session spéciale au siège du Conseil national de transition de Guinée, une session dont les conclusions serviront de boussole pour les trois pays afin de réussir la mise en œuvre des différentes réformes. Conakry, Bourama Traoré, Seydou Sissoko pour l'ORTM. Bourama Traoré que nous allons donc recontacter pour nous renseigner sur la suite des événements à Conakry. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov est attendu ce lundi à Bamako. C'est donc demain pour une visite d'amitié et de travail, une visite au cours de laquelle il aura des entretiens avec les autorités de la transition sur le renforcement de l'axe Moscou-Bamako. Cette visite intervient moins d'un an après celle du ministre des Affaires
Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, en mai 2022 à Moscou, à la tête d'une délégation composée de 4 ministres. La coopération militaire entre les deux pays se porte bien. Elle a permis au Mali d'acquérir des équipements, surtout des avions de combat, pour renforcer les capacités des forces armées et de sécurité, les FAMA, qui engrangent des victoires dans la lutte contre les groupes terroristes. Bamako veut élargir cette coopération à d'autres domaines comme l'économie, le commerce, et pour assurer l'approvisionnement du pays en intrants agricoles, blé, produits pétroliers, etc. Le point avec Siaka Konaté. La population malienne attend vivement votre visite. En se rendant au Mali, le ministre russe des Affaires étrangères tient un engagement pris le 20 mai dernier lors de sa rencontre avec son homologue malien à Moscou, Sergei Lavrov. Il répond ainsi à l'invitation d'Abdoulaye Diop à effectuer une visite dans notre pays. Le ministre Diop conduisait une délégation composée de 4 membres du gouvernement venus discuter avec les partenaires russes des voies et moyens de renforcer la coopération militaire qui a déjà permis l'acquisition des équipements immatériels, dont les vecteurs aériens pour les FAMA, une coopération exemplaire et fructueuse donc, que les autorités de la transition veulent étendre à d'autres domaines, dont l'économie. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale. Sur le plan sécuritaire, nous avons une coopération militaro-technique et une coopération pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, coopération qui se fait à notre demande à la Fédération de Russie, et coopération qui aujourd'hui donne des résultats probants sur le terrain, et de la montée en force des forces de défense et de sécurité, la libération de beaucoup de localités qui étaient occupées par des groupes terroristes. À côté de ces piliers sécuritaires et politiques, notre ambition et notre objectif, comme vous l'avez souligné, c'est comment renforcer la coopération économique et commerciale, en la diversifiant, en l'ouvrant à nos entreprises pour qu'on puisse travailler ensemble. Aujourd'hui, pour cette visite en particulier, qui intervient dans un contexte géopolitique spécial, particulier, nous sommes venus pour pouvoir regarder un certain nombre de secteurs où nous pouvons travailler ensemble. Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie. À mon avis, les résultats sont déjà visibles. Nous sommes attachés à promouvoir ces projets au sein de notre ministère. Toutes ces questions sont étudiées par les agences appropriées. À l'issue de cette visite, nous allons présenter nos propositions. Depuis les visites des délégations ministérielles à Moscou et d'experts russes au Mali se sont multipliées, sans oublier les appels téléphoniques entre le président de la transition colonel Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine, toutes choses qui ont abouti à la signature des protocoles d'accord sur la livraison de 35 000 tonnes d'engrais, 50 000 tonnes de blé, l'approvisionnement du Mali en produits pétroliers, en ciment et la modernisation des chemins de fer pour la reprise du trafic ferroviaire. Alousseni Sanou, ministre de l'économie et des finances. Dans ce partenariat, lorsqu'on va signer une convention globale d'État qui définit les grands principes de ces échanges, chaque fois qu'il y a une expédition, des contrats de 1 ou 2 pages vont être signés entre des sociétés d'État russes et des sociétés d'État maliennes. À partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port. À partir du port, ils auront déjà signé des contrats avec les opérateurs privés maliens pour les pétroliers avec l'Office malien des produits pétroliers, pour les fournisseurs d'intrants avec la CMDT. Donc les opérateurs auront tout simplement à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'aller chercher les produits au niveau des ports et de continuer la distribution dans le pays. Les modalités de finalisation de ces contrats sont en cours. Les 2 parties ont signé également des contrats de partenariat dans les domaines de la sécurité et de la protection civile, des mines. Ils concernent entre autres la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, la réalisation de centrales hydroélectriques à gaz, des projets de lignes de transport électrique. Pour ce qui concerne l'enseignement supérieur, les négociations sont en cours pour augmenter le nombre de bourses octroyées par la Russie au Mali. Présentement, ce sont 60 par an, alors que pendant la période soviétique, ce nombre atteignait 400. Le développement rural, le numérique, la communication, les télécommunications, les arts et la culture ne sont pas oubliés non plus. Il est question par exemple de la réouverture d'un centre de la langue russe au Mali. Au plan international,
Moscou et Bamako ont des convergences de vues sur les dossiers concernant l'une ou l'autre partie. Ainsi, le Mali se réjouit du soutien que la Russie lui apporte au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie salue de son côté les refus du Mali de participer au vote de l'ONU sur les sanctions contre Moscou après le lancement de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Bamako privilégie le dialogue, estimant que les sanctions ne peuvent pas tout régler. Spasiba Siaka Konati, ce qui veut dire merci en français. Radio Mali, il est 13h passé de 30 minutes, vous suivez 13h dimanche. Direction l'Algérie qui fait l'objet d'un renforcement des partenariats par Washington et Moscou. Chacun de ces deux pays veut consolider ses liens avec ces pays stratégiques africains. Actuellement, un mouvement diplomatique est lancé par ces pays pour composer avec Alger sur la scène internationale. Pendant ce temps, le président algérien Abdelmadjid Tebboune se rendra à Moscou en mai prochain. Explication Lansine Keita. Ce déplacement programmé en décembre dernier n'avait finalement pas eu lieu, officiellement pour raison du calendrier chargé du président algérien. Finalement, elle aura lieu en mai prochain. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune sera en visite à Moscou. L'annonce a été faite par la présidence algérienne. Selon ces communiqués, l'Algérie et la Russie possèdent des relations économiques et militaires privilégiées. Avec cette annonce, une bataille diplomatique s'annonce alors entre Américains et Russes autour de l'Algérie, pays constamment courtisé par sa position géostratégique. Raison pour laquelle Washington et Moscou veulent renforcer et intensifier leurs relations de coopération. Tout a commencé par la visite de Sergueï Lavrov où il rencontre le président Abdelmadjid Tebboune à Alger le 10 mai 2022. Cette visite du président algérien à Moscou sera l'occasion pour discuter des relations bilatérales et plus particulièrement les horizons de la coopération énergétique. En plus d'être le partenaire militaire et économique de Moscou, l'Algérie est également son partenaire à l'OPEP, les pays exportateurs de pétrole ainsi que les pays exportateurs de gaz. Moscou appuie aussi fortement l'Algérie pour intégrer le groupe économique des BRICS. Du côté de Washington, Wendy Sherman, conseillère du secrétaire d'État lors d'un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, a salué les efforts algériens pour la paix et la sécurité au Mali et dans la région. Quant à l'ambassadrice américaine en Algérie, Elisabeth Moore, a déclaré à l'agence de presse algérienne qu'Alger est une force régionale qui œuvre de concert avec Washington pour la paix et la sécurité. Elle a promis l'ouverture prochaine d'une ligne aérienne directe entre Alger et New York, un dossier que Washington faisait traîner depuis un moment. Elle a aussi fait allusion à une possible appui à Alger qui cherche à intégrer le Conseil de sécurité des Nations Unies. Moscou et Washington s'adressent des messages indirects concernant Alger en louant tous deux son rôle positif. Donc, Seydou Fomba, l'Algérie est désormais au centre d'une tractation diplomatique entre Washington et Moscou à suivre de près. Un dossier signé Lansine Keita. En Côte d'Ivoire, une mystérieuse maladie fauche 20 personnes, dont 18 enfants, près de Bouaké. 90% des victimes sont des mineurs, 18 enfants âgés de 1 à 8 ans. 2 femmes ont également succombé et à chaque fois les mêmes symptômes, des convulsions, des vomissements et des diarrhées. 33 autres habitants du village ont aussi été admis en urgence au centre hospitalier universitaire de Bouaké avec les mêmes symptômes. Le ministre de la Santé, Paul Dimba, qui s'est rendu sur place, a assuré que la situation était désormais sous contrôle. Selon le ministère, des spécialistes en infectiologie, en épidémiologie et des équipes médicales sont sur place pour tenter de définir la nature de cette épidémie. Cependant, l'Institut national de l'hygiène publique qui mène ces investigations n'a pas encore rendu ses conclusions. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et celui du Rwanda, Paul Kagame, au sommet des États d'Afrique de l'Est hier au Burundi. Ce sommet consacré à la sécurité de la région n'a pas répondu aux attentes et les deux présidents ne se sont pas rencontrés. Ousmane Dao est bien là avec moi dans ce studio pour nous en parler. Bonjour Ousmane. Bonjour Seydou Fomba. Alors Ousmane Dao, malgré les attentes des chefs d'État de la région, alors on n'a pas eu de terrain d'entente entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame.
Ils ne s'étaient plus rencontrés depuis septembre 2022, tenez-vous bien. Et hier, Paul Kagame et Félix Tshisekedi étaient à Bujumbura au 20e sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, consacré à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et aux tensions entre Kinshasa et Kigali. Ces assises ont réuni le président ougandais Yoweri Museveni, la Tanzanienne Samia Suluhu et le Kenyan William Ruto. Réunir Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'était pas acquis eu égard à la tension persistante entre les deux voisins. Cependant, ce sera sans doute le grand mérite de ce sommet de Bujumbura. Les échanges, qui ont duré plus de 3 heures dans le huis clos du palais présidentiel d'Etare Route-Atsi, se sont déroulés dans un climat apaisé. Toutefois, plusieurs sources indiquent que les discussions n'étaient pas si simples. Seydou Fomba, Kinshasa attendait au minimum la confirmation des mandats plus offensifs pour la force régionale déployée au nord Kivu. Kigali insiste pour que cette force s'attaque également et surtout au FDLR et autres milices. Aucun consensus n'a été trouvé à ce propos. Ousmane, les chefs de l'État, les chefs d'État ont appelé à la désescalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Oui, comme chaque fois, quand ils se rencontrent, ils ont encore une fois appelé à cette désescalade et ordonné un cessez-le-feu immédiat. Les chefs d'État ont demandé aux responsables militaires des pays de l'EAC de se réunir dans une semaine. Cette réunion, ont-ils dit, devra plancher sur des nouveaux délais opérationnels. Il sera aussi question de réévaluer le plan de déploiement de la force régionale. Les chefs d'État de la région ont aussi demandé à d'autres pays de la région de renforcer cette force qui, pour l'heure, n'est composée que des Kenyans et des Burundais déployés dans la partie orientale de la RDC. Les chefs d'État ont par ailleurs souligné l'importance d'un processus de dialogue qui devra accompagner les aspects purement militaires. Le prochain sommet des chefs d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, a priori, est programmé dans 2 semaines. Merci Ousmane Dao. Je rappelle que vous étiez en direct dans ce studio. Direction le Gabon, le ministre de l'Intérieur désigne les membres de l'opposition qui siégeront au centre gabonais des élections. L'opposition n'étant pas parvenue à un consensus pour désigner les 9 membres qui doivent participer aux côtés des 9 autres membres de la majorité à l'élection du président du centre gabonais des élections. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a donc choisi des noms parmi les listes soumises par les différentes coalitions de l'opposition. Le ministre de l'Intérieur veut aller vite. Selon le chronogramme publié hier, toutes les personnes retenues seront installées dans leurs fonctions ce dimanche même. Les candidats au poste de président du centre gabonais des élections doivent faire acte de candidature entre lundi et mercredi et jeudi. Ils seront auditionnés. L'élection et l'installation du président et du bureau du centre gabonais des élections auront lieu le vendredi 10 février prochain. Le pape François poursuit sa visite en Afrique. Au Soudan du Sud, depuis vendredi, il a rencontré les dirigeants du pays. Vendredi et hier, il s'est adressé aux membres du clergé. Bonjour Mohamed Sangaré. Bonjour Seydou Fomba. Vous êtes en direct avec moi dans ce studio pour en parler. Alors dites, près d'1 million de religieux se sont rassemblés dans la cathédrale Sainte-Thérèse ce matin. C'était pour écouter le Saint-Père, n'est-ce pas? Oui, tout à fait Seydou Fomba. Oui, quelques 4000 personnes se sont rassemblées selon les autorités très tôt pour entendre le souverain pontife dans la cour de la cathédrale Sainte-Thérèse. Beaucoup agitant des drapeaux nationaux et lançant des youyous dans une ambiance festive. Arrivé au fauteuil roulant au milieu des chants, le pape a demandé aux religieux de marcher au milieu de la souffrance et des larmes et de se salir les mains pour les gens. Un message très écouté par les prêtres et les évêques qui ont annoncé au pape François d'aller désormais de maison en maison pour prêcher la paix et l'évangélisation. Après sa rencontre avec le pape, le président soudanais Salva Kiir a annoncé dans un décret qu'il graciait 71 prisonniers dont 36 condamnés à mort, mais sans donner davantage de détails. Depuis son arrivée dans le pays, le pape martèle son souhait que le pays connaisse la paix. Il est même allé jusqu'à
jusqu'à questionner la foi de ceux qui commettent des violences. Il a rencontré des personnes déplacées par la guerre, leur déclarant son affection. Le Soudan du Sud compte 4,5 millions de réfugiés et déplacés. Et c'est la première visite palpable au Soudan du Sud depuis que la nation à majorité chrétienne a obtenu son indépendance en 2011. C'est du Fomba. Alors, Mohamed Traoré, merci à vous. C'est plutôt Mohamed Sangaré. Mohamed Sangaré s'est rectifié. Nous allons en Tunisie. La tension monte entre le principal syndicat du pays et le président Kais Saied. Réunis autour d'une session de travail, l'UJTT, principal syndicat de Tunisie, a condamné ce qu'elle qualifie de discours hostile du chef de l'État à son encontre. À l'origine de l'escalade, l'arrestation mardi d'Anis Kabi, un leader syndicaliste, une détention qui est intervenue dans la foulée d'un discours de Kais Saied dans lequel il s'en est pris à ceux qu'il appelle les ennemis de la nation et qui bloquent selon lui les routes et les pays selon toujours le président. Anis Kabi, secrétaire général du syndicat Tunisie Autoroute, participait avec certains de ses collègues à un mouvement de grève contre la mauvaise gestion de l'entreprise. Il est poursuivi désormais pour avoir entraîné des pertes financières importantes à la société qui l'emploie. Après avoir soutenu la prise des pleins pouvoirs par Kais Saied en juillet 2021, l'UJTT a multiplié ensuite ses réserves face à la voie empruntée par le président tunisien. Pakistan, l'ancien président, le général Pervez Musharraf, est mort à Dubaï à l'âge de 79 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé l'armée ce dimanche. En 1999, il avait pris le pouvoir en renversant le premier ministre de l'époque, Nawaz Sharif. Pervez Musharraf s'est autoproclamé président en 2001 avant de remporter les élections présidentielles en 2002. Pendant ces années au pouvoir, le Pakistan a vu sa croissance économique décoller, sa classe moyenne s'est développée, les médias s'est libéralisés et l'armée jouait la carte de l'apaisement face à l'Inde. Après l'actualité internationale, place au sport. Les tours de l'actualité internationale, nous allons les faire avec Famourou Dioté, en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Famourou. Bonjour Cédou Fomba. Nous allons commencer par le football. L'équipe du football, ces jours-ci en tout cas, dit CHAN 2022. Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique depuis hier. Oui, le rêve de l'Algérie brisé sur la dernière marche ce samedi. Au bout de la nuit, le Sénégal a remporté la finale du CHAN 2022 au tir au but 5-4 face au pays hôte au stade Nelson Mandela de Baraki. Le résumé de la finale du CHAN 2022, c'est avec nos envoyés spéciaux Isaac Tchenou et Abou Kone. C'est au tir au but que le trophée du championnat d'Afrique des Nations a choisi son camp. Le Sénégal a eu le pied heureux en réussissant 5 tirs contre 4 pour le pays hôte, l'Algérie. Il faut dire que cette finale a été âprement disputée à l'issue du temps réglementaire et les prolongations n'ont pas suffi pour départager les deux nations. Le Sénégal remporte la partie au tir au but. Grande déception pour l'Algérie qui n'a perdu aucune rencontre. Majid Bouchera, sélectionneur de l'Algérie. Je voulais parler du match. Voilà, on était un peu déçus. Même les joueurs à la mi-temps étaient un peu déçus de la première mi-temps. Je pense que l'enjeu a pris le dessus. Voilà, un peu trop de pression, on se précipitait un peu trop. Après, on a commencé à être beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Mais alhamdoulilah, voilà, on reste positif. Et en tout cas, on remercie beaucoup les joueurs et le Chab de nous avoir supportés. Le Sacre des Lions de la Teranga exprime la poussée du football sénégalais sur la scène africaine. Pape Thiaw, sélectionneur du Sénégal. On est le 4, on gagne le CHAN et on rentre le 5 et le 6 on fête notre CAN 2000 au Cameroun. Je pense que c'est excellent. Le football sénégalais est en train de triompher en Afrique. C'est un long travail qui a été abattu par notre fédération, par le peuple. Et aujourd'hui, nous voilà dans un pays, dans une terre de football, l'Algérie. On vient gagner ici. Ça veut dire que c'était un travail vraiment bien abouti. Quand on est patriote, on donne tout. Au titre des récompenses, le trophée du Fair Play est revenu au Sénégal. Le pays de la Teranga remporte également le titre de meilleur gardien. Amia Marouche de l'Algérie est meilleur buteur avec 5 réalisations. Houssen Rizik a été élu meilleur joueur. Il est aussi de l'Algérie. Le Sénégal succède ainsi au Maroc. Alger, Abou Kone Zakienou pour l'ORTM. Voilà, félicitations au Sénégal. Et je signale au passage que c'est le premier titre au CHAN pour le Sénégal.
Nous continuons donc avec les tours de l'actualité sportive. Voilà, c'est rectifié. Merci Ousmane Daou pour la remarque. Nous parlons du championnat national de Ligue 1 à présent. L'US Bougouni a donné ce samedi une leçon de football à l'USFAS au compte de la 10e journée. Oui, l'US Bougouni a dominé à domicile ce samedi soir 3-0. L'USFAS, Ayouba Koulibaly, Mokhtar Sissé et Draman Traoré ont été les bourreaux d'un militaire. En déplacement à Baraouli, Afrique Football Elite s'est offert Bakaridian 1-0 avec une réalisation de Soumaïla Doumbia. À Kita, il n'y a pas eu de vainqueur entre l'Union sportive du CEF de Kita et Yélen Olympique. Les deux formations se sont neutralisées un but partout. La 10e journée prend fin ce lundi avec les oppositions Djoliba AC El Seba et Black Star ASCO. Un mot de la Coupe du Monde des clubs. Al Ahly d'Égypte affrontera le Real Madrid en demi-finale. Oui, invité à cette Coupe du Monde des clubs 2023 qui se tient au Maroc, Al Ahly a volé la vedette au club hôte du tournoi, le WAC du Maroc. Le club égyptien s'est qualifié en demi-finale de la compétition. Les Égyptiens ont dominé 1-0 Seattle Sounders des États-Unis en quart ce samedi 4 février. Alors que le WAC a été éliminé d'entrée par Al Hilal de l'Arabie Saoudite de notre compatriote Moussa Marega. En demi-finale, Al Ahly d'Égypte défiera le Real Madrid, champion d'Europe en titre. La rencontre est prévue pour mercredi 8 février. Le Real Madrid qui joue d'ailleurs en ce moment en Liga espagnole contre Mallorca. Après 45 minutes de jeu, c'est les Mallorcains qui mènent par le score d'1-0. Alors, la seconde demi-finale en Coupe du Monde de club mettra aux prises mardi 7 février le Al Hilal du Soudan et Flamengo du Brésil. Après le football, parlons basketball. La NBA et ses stars continuent d'émerveiller les fans de la balle au panier. Oui, le choc de la conférence Est de la NBA a tenu toutes ses promesses entre Milwaukee et Miami. Et à la fin, ce sont les Bucks qui l'ont emporté 123-115. C'est la 7e victoire de suite pour les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo. Ce dernier a d'ailleurs sorti l'artillerie lourde, 35,15 rebonds et 11 passes. C'est son 32e triple-double en carrière. À l'Ouest, il y avait également un choc. Le champion NBA en titre, Golden State, a accueilli et battu Dallas 119-113. En sortie de banc, Jonathan Kuminga a porté une belle contribution avec 13 points. NBA, toujours, le Camerounais Pascal Siakam sera absent plutôt au All-Star Game 2023. Il ne sera pas le seul absent de marque cette année. On note aussi l'absence de James Harden, l'arrière des Sixers de Philadelphie, qui restait sur 10 sélections consécutives. Toutes les étoiles sont désormais connues. La liste des 14 joueurs qui accompagneront les 10 titulaires All-Star Game 2023 a été dévoilée par la NBA. Le Camerounais Pascal Siakam All-Star 2020 réalise une saison encore meilleure sur le plan individuel cette année. Il aurait pu être invité au All-Star Game 2023 si les Raptors de Toronto n'avaient pas été coincés à la 12e place de l'Est avec un bilan négatif de 24 victoires et 30 défaites. C'est comme ça, je ne peux rien faire, explique le Camerounais. Pas d'autres nouvelles. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir. Il ne reste donc qu'à vous remercier. Radio Mali, il est 13h passé de 48 minutes. Focus Santé. Vous le savez, certainement le monde célébrait ce 4 février la journée de lutte contre le cancer. Le cancer, un terme général appliqué à un grand groupe de maladies qui peuvent toucher n'importe quelle partie de l'organisme comme le foie, le poumon ou le cerveau. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au cancer de l'estomac. Il est au premier rang des cancers au Mali si l'on prend en compte les deux sexes, les femmes et les hommes. Donc, il est très mortel, mais traitable s'il est diagnostiqué tôt. Focus Santé, c'est une réalisation de Barakissa Ouattara. De l'ulcère au cancer de l'estomac, il n'y a qu'un pas si le premier n'est pas pris en charge à temps. Les deux cas peuvent même parfois présenter des symptômes semblables. Dr Madanili, oncologue à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. Le cancer de l'estomac ne survient pas sur un estomac sain. C'est une évolution chronique d'une gastrite ou d'un ulcère. Donc d'ailleurs même, dans le traitement de l'ulcère, on est obligé de faire la biopsie pour vérifier que s'il n'y a pas un début de cancer ou bien si ce n'est même pas une ulcère déjà cancéreuse.
Le dénominateur commun à ces deux pathologies est l'infection par la bactérie Helicobacter pylori. Cette bactérie peut provoquer des ulcères et à long terme transformer la muqueuse et induire une mutation de ces cellules en cellules cancéreuses. Mais comme tout cancer, les causes réelles des cellules de l'estomac restent inconnues. Parmi les facteurs de risque du cancer de l'estomac, nous avons une infection liée à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Donc, ça donne ce qu'on appelle des gastrites ou des troubles digestifs. Les patients vont se plaindre en disant qu'ils ont mal à l'estomac, qu'il y a une sensation de lourdeur, d'aigreur ou de remontée de liquide dans la bouche. Donc, à cette phase, cette bactérie, on peut l'éradiquer. Il y a aussi des facteurs hygiéno-diététiques. Il y a nos habitudes alimentaires, et particulièrement dans l'estomac, ce qui est important, moi-même je fais partie, j'aime beaucoup, c'est le poisson fumé. Malheureusement, en mangeant beaucoup de poissons fumés, à cause de la manière de fumaison et de salaison, c'est un véritable risque de cancer de l'estomac. En plus du poisson fumé, les aliments trop salés, même si on conserve la viande dans les milieux ruraux, qu'à gros grains. Donc c'est un facteur de risque, méthode de conservation des aliments. La potasse constitue également l'un des facteurs favorisants du cancer de l'estomac. Dr Madanili, oncologue à l'hôpital Mère-Enfant le Luxembourg. Les taux avec Sekekatani, il faut vraiment éviter Sekekatani. Si on peut mettre les citrons dans les taux, c'est mieux. C'est l'un des plats phares au Mali. Moi-même, j'adore, mais je ne prends pas avec Sekekatani. Le traitement du cancer de l'estomac dépend du stade d'avancement. Le cancer de l'estomac est traitable. Alors, le succès de la guérison dépend du stade. Donc là, je lance un message sur votre micro. Toute personne qui a des troubles digestifs au niveau de l'estomac, il faut qu'il consulte immédiatement à l'hôpital. En résumé, le cancer de l'estomac est la complication de l'ulcère gastrique et les traitements possibles sont l'intervention chirurgicale, la prise de médicaments, la radiothérapie et la chimiothérapie. Pour éviter tout cela, le spécialiste insiste sur le changement de comportement dans nos habitudes alimentaires. C'est sur cette réalisation de Baraksa Ouattara qui s'achève dimanche, 13 dimanche. C'était une présentation de Seydou Foma avec la complicité technique de Bintou Traoré, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Lanciné Keita, le tout coordonné par Ousmane Dao, le jeune sage. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.